Bonjour Patrick Walbrook. Bonjour. Vous êtes professeur à Télécom Paris, vous êtes cofondateur de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l'Institut Mintelecom et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le sujet suivant, les données, quelle révolution pour notre quotidien? Point d'interrogation, c'est en effet sur ce sujet que vous avez été invité à plancher dans le cadre du Printemps de l'économie, donc Xerfi Canal et partenaires. Alors avant que ces données révolutionnent notre quotidien, il y a une tension à résoudre, c'est celle des libertés individuelles liées à l'utilisation des données privées. Alors première question, comment créer de la valeur tout en respectant ces contraintes de confidentialité? Alors c'est une bonne question parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Le monde des gens qui cherchent à protéger les données personnelles auxquelles sont associés des droits fondamentaux, d'autonomie, de liberté d'expression, de liberté de choix. Et d'un autre côté, le monde de l'industrie qui cherche au contraire à capturer le plus grand nombre de données possible pour construire des business models, des modèles d'affaires, de l'innovation, etc. Et donc la question qui se pose, c'est où mettons le curseur finalement entre la protection et l'innovation. Alors une fois ceci étant dit, le débat est un peu plus compliqué que ça parce que je reviendrai peut-être à la fin de l'entretien. On peut, je pense, créer de l'innovation et des nouveaux produits et des nouveaux services, justement grâce à la confiance que ces services garantiront aux consommateurs. Donc je pense que le débat est plus compliqué que juste cette dichotomie entre innovation et protection. Oui, la confiance est une notion clé puisque en arrière-plan, il y a ce risque de réticence à livrer la donnée. Il y a aussi le risque de qualité de la donnée. Les individus peuvent très bien finalement se créer des faux profils et donner de fausses informations. Oui, tout à fait. Alors de nouveau, il y a peut-être deux visions un peu opposées sur cette question. C'est d'une part, il y a des gens qui vous diront, mais finalement, vous n'avez plus rien à faire, on ne peut pas se protéger. Alors nous, on a fait un séminaire à la CNIL récemment, et puis on nous expliquait clairement qu'aujourd'hui, avec tous les outils de triangulation GPS, antenne Wi-Fi, et puis antenne de téléphone portable, eh bien, on arrivait à peu près avoir des données fiables. On arrivait à vous suivre à la minute, quoi. Donc on connaissait votre lieu de départ, votre lieu d'arrivée, on connaissait votre domicile, on connaissait votre bureau. Et puis cette donnée, cette trajectoire, ce trajet, il est unique. Donc il vous identifie uniquement. Idem sur votre smartphone, vous avez une liste d'applications. Sur votre navigateur web, vous avez des fontes, des tailles de police, etc. Et ces données sont généralement uniques à une personne. Donc en gros, même sans utiliser des techniques très compliquées, très sophistiquées de tracking, de genre cookies ou autres technologies comme ça, on arrive aujourd'hui à savoir après ce qu'on veut sur une personne. Mais l'individu n'est pas forcément au courant des informations qui Et c'est bien là qu'est tout le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc c'est la première vision, donc certains vous diront, voilà, on ne peut plus être anonyme, et puis d'autres gens vous diront au contraire, les gens aujourd'hui ont de plus en plus sont de plus en plus conscients de ces problèmes et cherchent à pas cacher, mais à gérer en tout cas la manière dont ils apparaissent en ligne ou dont ils sont identifiés par d'autres. Donc il faut renforcer quelque part la transparence dans l'utilisation des données. C'est une responsabilité des acteurs d'Internet. Oui, s'ils ne le font pas, ce seront les consommateurs qui le feront. On le voit bien aujourd'hui, donc il y a des modules aujourd'hui sur Firefox qui permettent d'envoyer des données aléatoires sur le web pour essayer de brouiller un peu brouiller les pistes. Et donc là, on en arrive vraiment à votre question, c'est quelle est la qualité des données que l'on récupère aujourd'hui, sachant qu'il y a une grande partie du trafic Internet, du trafic web en particulier, qui proviennent de robots. Vous savez, Google, enfin tous les grands acteurs d'Internet, régulièrement envoient des robots sur les pages pour vérifier les prix, pour vérifier les informations, etc. Et donc, on se pose la question, si ce sont des robots qui sont en train de naviguer, est-ce que, voilà, quelle est la qualité des données que l'on capture sur Internet, sachant que ceux qui veulent vraiment protéger leurs données, ce seront les premiers à le faire. Donc à mettre des intranets, à faire des VPN, enfin à utiliser tous les outils de sécurisation et d'anonymisation qu'on connaît. Et donc qu'est-ce qui reste après? On ne sait pas, soit des robots, soit peut-être des données qui n'ont pas beaucoup de valeur. Donc voilà, je pense que c'est une vraie question de la fiabilité, la qualité. Donc vous savez, dans le Big Data, on dit qu'il y a les 5V ou les 6V, je ne sais plus très bien. Dans un de ces V, il y a la véracité des données. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie question qui va se poser pour construire des business models sur ces données. Il faudra vérifier qu'on n'est
qu'on est sur des données fiables et de qualité. Donc il va falloir rajouter une couche de juridique dans toutes ces problématiques. Aujourd'hui, les chefs de file du plan Big Data en France soulignent dans leurs travaux que la loi informatique et liberté peut être perçue comme un handicap pour les industriels de l'exploitation de la collecte de données. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop protecteur des données, parce qu'en effet, on voit qu'aux États-Unis, où la réglementation est beaucoup plus souple qu'en France, le Silicon Valley et puis le secteur de la technologie américaine ont fortement innové dans le domaine de la donnée. On n'a pas ces innovations en France, enfin on en a quelques-unes, on a créé des compagnies comme Criteo par exemple, mais on n'a pas eu on n'a pas aussi non plus le venture capital évidemment en France oui. sur les données, mais en tout cas, on a forcé de constater que l'innovation dans le domaine de l'économie de la donnée est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France. Alors, est-ce qu'il faut faire la corrélation entre ça et la dureté de la loi informatique et liberté ? Je ne sais pas. En tout cas, ce que je pense qui est sûr, c'est qu'il faut protéger les données. Ça, je pense que les acteurs de l'Internet essayent de minimiser ce problème, mais on sait qu'il y a des énormes problèmes, ce qu'on appelle en économie des externalités, c'est-à-dire des actions qui ont une influence sur d'autres personnes et qui finalement ne sont pas captées par le marché. Et donc, comme externalité, on a de la malveillance tout simplement. On a de la malveillance, des gens qui veulent voler des données, qui veulent faire des usurpations d'identité, on a du harcèlement, on a de la surveillance d'État, de la surveillance d'entreprise aussi. On a des externalités de sécurité, des gens qui ne sécurisent pas suffisamment leurs serveurs, et puis les données partent dans la nature. Donc chaque année, il y a des millions de données comme ça qui partent dans l'année. Donc il y a eu le cas Orange l'année dernière, il y a eu le cas Sony aussi, mais chaque année, il y a ce genre de problème. Donc on ne peut pas juste dire il ne faut pas protéger les données. On est obligé, je pense, d'avoir un cadre réglementaire, sachant que les entreprises aujourd'hui ne sécurisent pas autant qu'ils le devraient. Et est-ce qu'on peut se passer d'une approche européenne, voire mondiale sur la question, à l'heure où justement ces géants de l'Internet sont plus puissants que certains États ? Alors c'est une très bonne question, parce qu'aujourd'hui, un très petit nombre d'acteurs dominent l'économie numérique. En particulier, ce sont des acteurs américains qui n'appliquent pas les mêmes concepts juridiques que les Européens. Parce qu'on peut dire qu'en France et en Europe, donc on a la même vision, à peu de choses près, on ne transpose pas exactement les directives de la même manière dans les différents États membres, mais on a la même vision de la protection de la donnée, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec la vision américaine. Si je schématise, c'est tout ce qui est sur Internet est public. Nous, on n'est pas du tout dans cette vision-là. Les données sont également attachées à des droits fondamentaux pour des raisons historiques et pour des raisons, je pense, qui sont tout à fait légitimes. Et c'est d'ailleurs une des grandes tensions dans la négociation du traité transatlantique, ce sont les données. C'est savoir est-ce qu'on détache ces droits fondamentaux des accords sur les données, sur l'exploitation des données personnelles. Alors, oui, l'Internet est dominé par des acteurs américains et surtout dominants, en position de quasi-monopole. Certains vous diront naturel, moi je ne pense pas que c'est si naturel que ça. Le phénomène va s'amplifier, je pense, le problème va s'exacerber avec l'Internet des objets et avec les objets connectés. Pourquoi ? Parce que le mode de concurrence va encore changer. Aujourd'hui, on est comme dans des silos verticaux. Il y a les capteurs, il y a le logiciel, il y a les infrastructures de communication. Et puis tout ça va exploser. Ces silos vont exploser et ceux qui contrôleront l'accès final aux consommateurs seront évidemment les plus puissants. Donc, quand on parle beaucoup aujourd'hui de neutralité de l'Internet, et quand on parle de ça, on parle souvent des tuyaux. Donc, quand un paquet de données arrive sur un nœud du réseau physique, comment est-ce qu'on traite ce paquet de données ? Aujourd'hui, les gens estiment que la situation aujourd'hui, c'est que ces paquets de données sont traités de manière non discriminatoire. C'est-à-dire qu'on ne discrimine pas un paquet de données venant d'une source plutôt que d'une autre, ou allant vers une source plutôt que vers une autre. Ce principe de neutralité du net, je pense qu'il faut l'élargir à des concepts plus généraux, comme celui de la neutralité des objets. Parce que, en fait, que garantit la neutralité aujourd'hui d'un point de vue économique ? Elle garantit une situation de concurrence saine sur ces marchés. Sachant qu'il y a toujours, dans l'Internet physique, il y a toujours eu des acteurs dominants qui contrôlaient l'accès aux consommateurs, donc à l'internaute. Et dans l'Internet des objets, ce sera celui qui contrôle le capteur et le logiciel et l'algorithme et la plateforme qui va contrôler l'accès. Et il s'agit de vérifier et de s'assurer en tout cas que la concurrence joue
se joue de manière saine, c'est-à-dire qu'on n'a pas un acteur qui essaye d'imposer ses services au détriment d'acteurs, en tout cas un acteur dominant qui essaye d'imposer ses services au détriment d'acteurs moins dominants. Voilà. Eh bien, Patrick Wellbrook, merci d'être venu nous éclairer sur tous ces enjeux. Je rappelle que vous êtes cofondateur de la chaire Valeurs et politiques des informations personnelles de l'Institut Mines Télécom. Merci. Je vous remercie.